Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de venir partager avec nous donc, ces moments sur une thématique particulière et qui fait partie de la série de conférences scientifiques que le Jardin zoologique organise tout au long de l'année. Nous allons commencer avec une thématique qui concerne le chat des sables. Et permettez-moi tout d'abord de saluer nos éminents experts et spécialistes de cette espèce. Dr Alexander Silva, curateur du zoo de Cologne, et Grégory Breton, qui nous font aujourd'hui l'amitié et le plaisir de partager avec nous d'abord les résultats de leurs investigations et de leurs recherches, mais également probablement toutes les émotions que peut ressentir un chercheur lorsqu'il a la satisfaction de s'approcher du but de ses investigations, et c'est le cas. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé donc, à ces expéditions et qui ont contribué de loin ou de près pour la réussite de cette opération. Et ceci a démarré il y a un peu moins de 2 ans. C'était exactement donc, à l'anniversaire du Jardin zoologique au mois de janvier 2015, où nous avons convenu de travailler ensemble dans le cadre d'une convention et qui lie donc Panthera France, le Jardin zoologique et le Haut Commissariat. Les trois évidemment sont investis, sont impliqués dans cette grande œuvre qui est la préservation de la biodiversité d'une façon générale. Et cette convention qui a démarré donc il y a 2 ans a abouti à des résultats très intéressants, et pour ne pas dire des résultats uniques en son genre, donc dans ces opérations d'aller voir de très près ce qui se passe au niveau de ces écosystèmes désertiques très particuliers. Nous devons aussi dire que les 3 institutions qui se sont engagées dans ce programme de recherche ont pour mission évidemment de veiller à ce qui advient donc à notre planète, qui est particulièrement maltraitée sur tous les plans, maltraitée sur le plan naturel, mais en général et en définitive, donc l'homme il est au centre de tout ce qui lui arrive. Et le monde s'est réveillé un jour pour convenir ensemble en 1992 dans le sommet de la Terre de Rio pour prendre soin de cette planète. Alors 25 ans après, où en sommes-nous? Je crois que tous les indicateurs, pour certains d'entre eux, sont effrayants. C'est le cas de le dire parce que les indicateurs sont au rouge, ils se dégradent continuellement. Évidemment, en 92, aujourd'hui, nous sommes à peu près 7 milliards 200 millions d'habitants sur Terre, donc un peu plus de 2 milliards de plus qu'en 1992. Certaines denrées, particulièrement l'eau qui est centrale dans tout cela, a reculé pratiquement de 26% depuis 1992, en 25 ans, c'est-à-dire la disponibilité d'eau potable par habitant, en même temps que la population a augmenté pratiquement de 35%. Sur le plan de la biodiversité, on a à peu près, sur les 25 dernières années, le tiers des espèces qui ont disparu. Le tiers des espèces connues qui ont disparu. Nous voyons aussi d'un autre côté tous les habitats naturels, notamment les forêts, qui étaient pratiquement de 4 milliards d'hectares à travers le monde, peut-être inégalement répartis, mais qui ont aussi connu une régression extrêmement spectaculaire sur les 25 dernières années. Les zones marines ne sont pas en reste, puisque pratiquement 75% de ces zones montrent qu'il y a une forme de dégradation des zones complètement désertiques, c'est-à-dire privées carrément de la ressource principale qui est l'oxygène qui a disparu, donc dans ces zones maritimes. Et nous sommes donc dans une forme de dégradation continue et qui fait que probablement il y a 2 enseignements majeurs qu'il faut tirer dans tout cela. D'abord, c'est que tous les efforts qui ont été consentis, qui sont extrêmement importants, n'ont pas abouti, probablement parce que la démarche
consistait à travailler donc de façon linéaire sur chaque thématique, mais les défis du monde actuel montrent qu'il n'y a pas d'autre alternative que de traiter le défi de façon globale. Et ce traitement global nécessite évidemment la multidisciplinarité. C'est ce qui arrive d'ailleurs aujourd'hui, de travailler ensemble, de travailler en commun pour arriver à un résultat. Et en même temps, probablement comme deuxième enseignement, d'inverser les logiques, puisque le résultat que nous pouvons obtenir au niveau des écosystèmes n'est pas la somme de résultats sectoriels, mais le temps est venu d'inverser les logiques et de partir donc sur une logique d'appréciation d'un écosystème dans sa globalité, et tout ce qui vient après, c'est-à-dire toutes les sectorialités, sont des déclinaisons de cette approche globale. Jusqu'à maintenant, nous faisons exactement le contraire. Et je crois que ce sont ces deux enseignements qui doivent nous pousser à travailler d'une façon un peu plus intense, parce qu'il y a urgence, et de travailler de façon intensive, de ne plus donc différer ou d'être dans une forme de procrastination qui permet de retarder tout ce que nous avons à faire immédiatement à des temps qu'on repousse de plus en plus. Tous les débats, qu'il s'agisse des changements climatiques, et je crois que toutes les réunions qui se sont succédées, et là je crois qu'il faut se réjouir que le Maroc soit donc à la tête de ce défi majeur qui est celui d'inverser les tendances. Et l'organisation de la COP22 à Marrakech était un moment extrêmement fort où il fallait apporter donc le soutien et puis donner ou tracer le cap pour aller vite vers cet objectif, parce que comme les spécialistes l'ont indiqué dans un grand quotidien du soir français, ils étaient plus de 15 000 spécialistes à dire que probablement demain, et demain c'est demain, il sera trop tard. Donc il y a urgence d'agir, et d'agir de façon coordonnée. Alors tout ceci nous amène tout simplement à nous dire qu'il ne peut pas y avoir de résultat sans une conception tout à fait partagée du développement durable. Et le développement durable n'est pas uniquement la croissance, parce que nous l'avons vu que parmi les indicateurs, depuis 1992, les émissions de CO2 ont augmenté de 62%. En 25 ans, plus de 62% d'émissions de gaz à effet de serre, et ceci évidemment parce qu'il faut se développer, il faut de la croissance. Mais le développement durable n'est pas que la croissance. Le développement durable, c'est une forme d'arbitrage entre les trois éléments. La croissance, la préservation des équilibres écosystémiques, et le troisième élément essentiel qui est l'équité sociale. N'oublions pas que 0,7% de la population mondiale détient plus de 49% des richesses, et inversement, 70% de la population mondiale n'a que 2,5% des richesses. Donc ce sont des éléments essentiels constitutifs du développement durable, et il ne peut pas y avoir de développement durable sans avoir un équilibre entre les trois éléments. La croissance ne suffit pas. Et pour terminer, un proverbe japonais qui dit que, à force évidemment d'avoir cette incantation croissance, 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 le proverbe japonais nous dit que lorsque on a comme seul outil un marteau, on finit par prendre tout pour un clou. Merci.